Maître Gilbert Touan Camara. Allez-y, maître. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, l'honneur est pour moi de m'incliner devant la mémoire des victimes des événements douloureux et voulus du 28 septembre 2009. Ce moment tant attendu et empreint d'émotion chez les victimes. Ce moment a lieu grâce à de multiples efforts, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. À toutes celles et ceux qui, dans l'ombre, ont œuvré de façon désintéressée pour la tenue de ce procès, je dis merci. Aux autorités actuelles, j'adresse ma gratitude pour la volonté politique d'organiser le présent procès, qui n'était pas parmi les priorités du gouvernement dit démocratiquement élu, auquel vous avez succédé. Comme quoi, tout est question de volonté politique dans la gestion d'un État. Et je profite pour vous inviter, vous, autorités actuelles, à ne pas commettre les mêmes erreurs que celles qui ont conduit aux événements douloureux du 28 septembre 2009, pour lesquels les dirigeants d'alors sont en train de répondre devant l'histoire. À mes distingués confrères, j'adresse mes salutations et exprime ma satisfaction, car les incidents, la passion du procès pénal ne nous ont pas éloignés de l'essence de la confraternité. Je n'oublie pas, messieurs les bâtonniers, investis dans la résolution de multiples crises subséquentes à l'occasion du procès. Mes pensées vont également à l'endroit du ministère public, dont je salue la vigilance, tendant, à rectifier le tir. Je développerai plus tard. Enfin sur les remerciements. Permettez, Monsieur le Président, que je remercie vivement vos assesseurs qui ont fait montre d'un professionnalisme largement au-delà de la moyenne. Eux qui, pendant environ 2 ans, nous ont regardés, nous ont écoutés, sans dire mot et surtout, sans aucun signe, ni d'approbation, ni de désapprobation. Ceux, même pendant les moments les plus émotionnels, au huis clos plus précisément. Que dire de vous, Monsieur le Président, qui avez mené les débats avec toutes sortes d'incidents, même ceux qui ne devraient pas en être un. Vous avez pu assurer, Monsieur le Président, la police d'audience, quoique difficile à accepter, il faut l'avouer, par moments, pour nous, et parfois à juste titre, mais au final, au finish, Monsieur le Président, vous avez su éviter des incidents majeurs qui profilaient à l'horizon. On peut être fier, Monsieur le Président, de votre composition. Monsieur le Président, honorable assesseur, ma plaidoirie comporte 3 parties que sont les faits, les moyens de droit sur les crimes contre l'humanité
les moyens de droit sur les crimes de droit commun si le tribunal estimait que les faits le sont. Monsieur le Président, voici les faits pour lesquels nous sommes devant vous, pour les plaidoiries. Les faits pour lesquels ces accusés ont été renvoyés devant votre juridiction pour être jugés conformément à la loi. Monsieur le Président, il y a que ces faits ont été préparés, ont suivi une chronologie exceptionnelle et ont été exécutés comme voulu, comme attendu, comme instruit. Monsieur le Président, le 28 septembre 2009 à Conakry, une foule immense répondait plutôt à l'appel des forces vives pour la tenue d'un meeting au stade de football dénommé Stade du 28 septembre d'une capacité de 28 000 places. Monsieur le Président, le motif de ce meeting était que il fallait exprimer le désaccord du peuple de Guinée de la participation envisagée du président de la transition d'alors, en l'occurrence le capitaine Moussa Dadis Camara, aux élections présidentielles. En effet, après l'annonce de sa candidature en violation des engagements qu'il avait pris de ne pas se présenter aux élections présidentielles, le capitaine Moussa Dadis a nourri et animé les mouvements de soutien à sa candidature aux dites élections. Des jours avant le meeting envisagé, le pouvoir central a entamé des actions tendant à l'interdiction de toutes les manifestations, hormis celles en soutien à la candidature du capitaine Dadis. D'ailleurs, pour rappel, Monsieur le Président, il a été déclaré à cette barre par le commandant Toumba, Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, que à la veille du 28 septembre, il a présidé, lui et le capitaine Marcel Guilavogui, qu'ils ont présidé un mouvement de soutien d'une partie de la communauté Toma, venue soutenir la candidature, ou en tout cas les actions futures du président Dadis. Ça veut dire que, Monsieur le Président, d'autres mouvements étaient effectivement autorisés, sauf ceux qui n'étaient pas en faveur, bien entendu, de la présentation du capitaine Moussa Dadis Camara aux élections qui profilaient à l'horizon. Monsieur le Président, honorable assesseur, c'est dans cette dynamique que le ministre de l'administration du territoire a fait un communiqué interdisant toute manifestation et mettant en garde les organisateurs. Mais la détermination des forces vives de la nation étant, le peuple devenait de plus en plus mobilisé, motivé pour la tenue du meeting. Monsieur le Président, d'où des réunions ont été tenues, dont entre autres celle de la nuit du 27 septembre 2009, au cours de laquelle réunion, Monsieur le Président, le capitaine Moussa Dadis Camara a, à travers le téléphone du ministre M. Tibou Camara, effectué un appel dissuasif envers M. Sidia Touré, président du parti politique UFR, auquel il a enjoint de surseoir au meeting du lendemain et de passer le message à ses homologues des autres partis. Ce n'était pas une négociation. Non, Monsieur le Président. Nous connaissons tous le capitaine Moussa Dadis Camara. Surtout à l'époque, le bouillant capitaine Moussa Dadis Camara, qui, à un moment donné, était adulé, était
très aimé par la quasi-totalité des Guinéens, y compris le président Sidya Touré, qui a témoigné une fois pour dire que chaque soirée, il était à la télé avec son épouse. Regardez le Daddy Show. Et donc, Monsieur le Président, ce n'était nullement une négociation pour le report. Pour preuve, Monsieur le Président, Monsieur Sidya Touré a été entendu. Il a livré, Monsieur le Président, quelques termes de cette conversation. Voilà ce qui lui a été dit. Le respect de l'autorité de l'État, entre autres, les termes qui ont été tenus par le capitaine Moussa Dadis Camara et son entourage. Le respect de l'autorité de l'État. Ça ne peut étonner, Monsieur le Président, venant du capitaine Dadis de l'époque que nous connaissons, que nous avons connu. Monsieur le Président, le pouvoir central étant déterminé à restaurer ce qu'il a considéré comme l'autorité de l'État, a engagé des hommes en uniforme de militaires et de police qui ont pris position dans des carrefours pour empêcher tout mouvement de circuler librement. Cette évidence a été confirmée par le directeur de la police, M. Valentin C.C. Haba, que je salue au passage, parce qu'il a été tellement honnête dans son récit, Monsieur le Président. Monsieur le Président, voilà ce que le directeur d'alors de la police, M. Valentin, a dit. Aussi bien dans son PV à déposer, puisque c'est un témoin, aussi bien dans son PV d'audition de témoin qu'à l'audience publique, puisque tout ce qu'il a eu à dire devant les juges d'instruction, il l'a réitéré ici à la barre. On peut lire, Monsieur le Président, dans le procès verbal de son audition, ce qui suit, sur interrogation-réponse. La mise en place de nos hommes sur le terrain a été effective dès 5 heures, donc 5 heures du matin. Des contrôles ont été effectués par moi-même et mon adjoint. Nous avons donné des instructions pour disperser tout regroupement de manifestants tout au long du trajet, jusqu'au stade. Tout allait bien. Je reprends. Tout allait bien. Jusqu'au moment où il nous a été signalé le premier débordement qui a eu lieu entre Bambeto et la T1, au lieu communément appelé pharmacie. Le chef de la brigade nous a fait part qu'il venait avec ces éléments d'être l'objet d'attaque par les manifestants qui ont incendié la fourgonnette de police et faire des blessés parmi eux au rond-point Barry des Flandres. Face à cette situation, nous les avons, c'est ce qui est écrit, instruits de faire un repli pour rejoindre le groupe basé à Amdalaï rond-point. Le deuxième incident a eu lieu moins de 30 minutes auprès du commissariat central de Bellevue, qui a été attaqué et incendié par les manifestants. Le troisième incident a eu lieu à l'esplanade du stade. Selon le colonel Ansman Camara d'Ibafoué, le ministre Thiegoro, arrivé sur les lieux, a fait appel aux jeunes en vue de les sensibiliser. Ce qui n'était pas de mise en pareil cas, parce que ça pouvait provoquer un regroupement. Toute chose que nous étions en train d'éviter. Monsieur le Président, une preuve que le meeting, les manifestations ont été interdits et que le pouvoir en place à l'époque avait pris très tôt des dispositions
à cet effet. Je continue, Monsieur le Président. De même, le ministre de la Sécurité de l'époque, Feu Mamadouba Toto Camara, a reconnu cette évidence au cours de son interrogatoire tel qu'il ressort du procès verbal de son interrogatoire, bien entendu, en ces termes. Si mes souvenirs sont bons, sur interrogation-réponse, si mes souvenirs sont bons, j'ai été appelé entre 6h et 8h par mon directeur national des services de la police, donc le contrôleur général CC Valentin Haba, dont je viens de lire la déposition tout à l'heure. J'ai été appelé entre 6h et 8h par mon directeur national des services de police, à la personne de M. Valentin Haba, qui m'a informé que les gens se dirigeaient vers le stade. Après cette information, je me suis rendu au domicile du Premier ministre d'alors, M. Lamine Komara. À mon arrivée, je lui ai demandé s'il était informé du fait que les gens s'acheminaient vers le stade du 28 septembre. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au camp Alpha Yaya auprès de Monsieur le Président de la République, Monsieur Moussa Dadis Camara. Nous y sommes effectivement rendus. Là, nous avons été introduits dans la chambre du président, où nous avons trouvé Moussa Tchegoro et Abouakar Sidiki Diakité Ditumba. Là également, Monsieur Aboubakar Diakité Ditumba disait vrai lorsqu'il a affirmé ici qu'il n'a pas trouvé le capitaine Moussa Dadis Camara dans son bureau, mais plutôt dans sa chambre. Voilà que ceci est confirmé ici par le général Toto, le numéro 2 du CNDD à l'époque, qu'il avait trouvé dans la chambre du président le matin, à l'époque, avant les massacres, M. Diakité et M. Tchegoro. Ce jour, je continue, il était très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser de meeting. C'est Feu Toto qui parle. Le numéro 2 du CNDD. Quelqu'un qui est dans les confidences du CNDD, du pouvoir, avec qui le président partage tout. De surcroît, le ministre de la Sécurité, à l'époque, il nous a dit, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, que le président Dadis avait interdit ces manifestations, ce meeting. Je poursuis. Entre-temps, il s'est habillé en tenue militaire. Le Premier ministre, M. Lamine Komara, nous a quittés en me demandant de continuer à le calmer. Ça se comprend. Le Premier ministre à l'époque, M. Lamine Komara, est un homme de paix. Même dans ses discours, on le sentait. On le sent jusqu'à présent. Quand il a vu l'état dans lequel le président était, énervé, furieux, mais Monsieur le Président, nous savons tous, nous étions là. Moi, j'étais encore un peu plus jeune. Le Dadis Show, Monsieur le Président, nous a fait aimer la télé. Chaque soir, Monsieur le Président, on cherchait de nouveaux épisodes. Est-ce qu'il n'y a pas du nouveau qui va se faire taper tout à l'heure, qui va se faire humilier? Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le connaissant, s'est faufilé tout doucement. Il a demandé au général Toto de le calmer. Et lui, il est retourné. Puisqu'il a vu qu'il ne pouvait pas. La situation était devenue, bon, disons, le capitaine Moussa Dadis Camara était devenu incontrôlable. Nous le savons tous, quand il est dans ces états, le capitaine Moussa Dadis Camara, personne ne peut l'arrêter.
s'il vous convoquait, avant d'y être, vous venez un homme mort. Nous avons vu Pachenko paniquer devant Monsieur le Président, le capitaine Moussa Dadis Camara. Et donc, c'est ce capitaine qui va être furieux au point qu'il est allé prendre sa tenue. Ça veut dire qu'il n'était même pas en tenue militaire. Il porte sa tenue et il veut sortir. Pour aller faire quoi? Caresser, sensibiliser. Dans cet état, mais non, absolument non, Monsieur le Président. Je poursuis, Monsieur le Président. Ceci suppose, Monsieur le Président, que, ou à tout le moins, Monsieur le Président, justifie que le colonel Tchegoro n'avait pas encore quitté le camp pour le stade, puisqu'il a été trouvé très tôt chez Monsieur le Président, le capitaine Moussa Dadis Camara, et le général Toto et le Premier ministre. Donc il était encore là. Certainement, il fallait qu'il prenne des instructions, qu'il se prépare pour la suite dans l'exécution de ces instructions. Tout était en œuvre, Monsieur le Président, honorable assesseur, pour empêcher ce meeting. Mais malgré tout, Monsieur le Président, dans cette matinée du 28 septembre 2009, ces foules non hostiles se sont dirigées paisiblement vers le stade pour la tenue du meeting envisagé. Au prix de leur vie, après avoir surmonté d'énormes difficultés, tant avec les policiers et gendarmes qu'avec les membres des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, ces foules ont fini par prendre place et remplir ce stade de 28 000 places. Monsieur le Président, ce jour, le stade était bondé de monde. Il n'y avait même pas de place pour s'asseoir. À telle enseigne que les gens se sont retrouvés sur la pelouse. Donc, ça veut dire qu'il y avait plus de 28 000 personnes. Monsieur le Président. C'est pourquoi lorsque j'entends le confrère Amadou Ouri parler de plus de 3 000, donner certains chiffres, pour ce qu'il est des cas de morts ou disparus, je peux le croire, Monsieur le Président. Je peux le croire. Un stade bondé de monde, avec plus de 28 000 personnes. Toutes les issues de secours bloquées. Avec à l'intérieur, Monsieur le Président, du gaz lacrymogène, des bérets rouges, des éléments de Monsieur Tchegoro, et lui-même à l'intérieur. Sans compter, Monsieur le Président, ses miliciens. Si l'on vous dit, Monsieur le Président, qu'il y a eu plus de 150 morts, qu'il y a eu plus de même 1000 morts, objectivement, vous pouvez facilement croire. Parce que, Monsieur le Président, le confrère Martin le disait tantôt, qu'aux enquêtes préparatoires, les victimes ne pouvaient pas. Pas qu'elles ne le voulaient pas, mais pour des raisons de sécurité, Monsieur le Président, parce que le capitaine, le colonel Moussa Tchegoro Camara était encore aux affaires, le colonel Claude Pivier était encore aux affaires, donc, il fallait s'en remettre à Dieu, le laisser faire le reste. Il aura fallu, Monsieur le Président, qu'il soit galvanisé, qu'il soit encouragé pour venir auprès des organisations, des ONG qui ont tenté de les rassurer et finalement ont commencé à sortir leur peur pour venir se constituer partie civile. Monsieur le Président, pendant ce meeting, les envoyés du capitaine Dadis lui ont remonté les informations
Le meeting va avoir lieu, car ils ont atteint l'objectif. Ils sont dans le stade. Oui, effectivement, le capitaine, le commandant à l'époque, Tchegoro, avait quitté le camp. Il était sur les lieux, lui et tant d'autres. Le général, l'ami du capitaine Moussa Dadis Camara, le général qui était le chef d'état-major de la gendarmerie, à l'époque c'était comme ça, chef d'état-major de la gendarmerie, le général Baldé était sur les lieux. Le colonel Ousmane Bafou était sur les lieux. Ils avaient des talkies, ils avaient des moyens de communication. Il est hors de question, Monsieur le Président, de croire qu'il n'y avait pas de moyens de communication et qu'on ne remontait pas les informations au capitaine président Moussa Dadis Camara. On ne peut pas le croire. Même le moins instruit ne peut pas le croire, Monsieur le Président. J'ai aimé le passage de Monsieur Diakité Toumba lors de la confrontation à une des questions du ministère public posées, notamment par, si j'ai bonne souvenance, Monsieur Sidiki Camara, de savoir si, en d'autres termes, le président Dadis pouvait être informé, est-ce qu'il était informé de certaines choses. Le commandant Toumba a expliqué ici, Monsieur le Président, que tous les jours, le président est informé de la situation du pays. On lui remonte toutes les informations, de sorte que pour la sécurité nationale, tous les jours, il y a un code. Il y a un code. Il y a le ministre de la Défense qui relève de lui. Il y a des chefs d'état-major qui relèvent de ce ministre de la Défense, qui remontent des informations, ainsi de suite, jusqu'au subalterne. À côté de cela, Monsieur le Président, il avait le bureau de renseignement. Nous avons vu M. Djoubaté qui est passé ici, qui a déposé un témoin. Donc à côté, il avait un service de renseignement. Il ne peut pas nous dire qu'on ne lui remontait pas des informations. On ne peut pas l'accepter. Ce n'est pas vrai. Et donc, Monsieur le Président, les envoyés du capitaine Moussa Dadis Camara vont communiquer avec lui. Il avait ses téléphones avec lui. On ne peut d'ailleurs pas imaginer qu'il ne puisse pas être avec ses moyens de communication ce jour. Mais non. Lui-même le dit. Et l'a dit. Dans, Monsieur le Président, des interviews, que c'était comme, pour être un peu plus clair, il a fait référence au Madagascar, à l'insurrection. Ça veut dire que ce jour, il n'était pas tranquille. Il avait ses moyens de communication. Il était très attentif. Le pouvoir était dans la rue. Monsieur le Président, le bouillant capitaine Dadis, que nous connaissons tous, ne pouvait donc pas se contenir. Il ne le pouvait plus. Il ne le pouvait plus. Il faut se rendre au stade lui-même. Il va même gifler celui qui va l'empêcher d'embarquer. Il a été retourné de force dans son bureau. Est-ce que quelqu'un comme ça, Monsieur le Président, se dirige vers des manifestants, vers des gens pour aller les sensibiliser, pour aller dialoguer avec eux? Mais non, il n'était pas dans de bonnes dispositions à le faire. Il était plutôt dans d'autres dispositions de faire tout le contraire. Eh bien, Monsieur le Président, puisque le capitaine Moussa Dadis Camara va être empêché de se rendre au stade, qu'il fera en sorte que ces éléments qui relèvent de lui se rendent au stade pour mater. Oui, c'est tout à fait logique. J'ai voulu me transporter sur les lieux. Le chargé
ma sécurité présidentielle m'en a empêché. Il a donné des instructions. Et on m'a retourné de force. Je ne peux pas y aller. Vous, allez-y. Et c'est comme ça, Monsieur le Président, que sa garde rapprochée s'est rendue sur les lieux. Et, Monsieur le Président, on peut en déduire que, au départ, sauf erreur, on peut en déduire, au départ, que le commandant Diakité ne le voulait pas. Il ne voulait pas que ni le président, ni eux se rendent au stade. On peut le déduire, peut-être par erreur. Mais, Monsieur le Président, on est en train de parler de l'armée. Monsieur le Président, voici que, après que le capitaine a été retourné dans son bureau, ces éléments vont se rendre au stade. Et donc, ils sont en chemin. Ils ont bougé. Le commandant Toumba est là. S'il ne se rend pas au stade, il sera considéré comme un traître. Et le châtiment du capitaine Moussa Dadis Camara, il aimait employer le mot. Vous serez châtié. Parlant des cadres corrompus, on aimait bien entendre ces mots. Parce que on était fatigué avec la corruption. On était fatigué, Monsieur le Président, avec la gabegie financière. Donc on aimait ce mot du capitaine. Et donc, si le commandant Toumba ne se rendait pas au stade, derrière ses subordonnés, déjà partis, ce n'est pas bien pour lui. Il le sait, dans l'armée, ce n'est pas bien. Et donc, il va les suivre. Il va suivre, sachant effectivement que le capitaine Moussa Dadis Camara n'est pas sorti. Je crois que l'un des confrères, de mes confrères, l'a rappelé ici. Sachant que le capitaine Moussa Dadis Camara n'a pas bougé, il est parti, il est sorti. Puisqu'il avait la possibilité de vérifier auprès du commandant du salon, auquel il a donné des instructions fermes de ne pas laisser le capitaine sortir. Il pouvait, puisque celui-ci était à quelques pas de lui, aller vérifier. J'ai donné des instructions fermes. Limite, je t'ai même menacé. Si jamais tu le laissais sortir, il suffisait, Monsieur le Président, honorable assesseur, pour lui, lorsqu'il a entendu dire que le capitaine serait sorti, de venir vérifier auprès du commandant du salon pour dire, mais je t'ai laissé des instructions. Je t'ai demandé de ne pas le laisser sortir. Je t'ai instruit de ne pas le laisser sortir. Pourquoi il est sorti? Je vais régler ton compte plus tard. Je m'en vais à la poursuite ou à la recherche du capitaine. C'est cela la logique, Monsieur le Président. Mais non, il n'y va pas. Peut-être qu'on peut le lui concéder. Mais, Monsieur le Président, au camp Alpha Yaya, où siège le président, où il a son bureau, où il a, on va dire, son domicile, il y a des barrages. Ils ont décrit ici, à l'audience publique, qu'il y avait des barrages. Pourquoi il n'a pas demandé au premier barrage, au deuxième, au troisième, si le capitaine Dadis était sorti? Puisqu'il s'agissait d'aller vers lui. Monsieur le Président, ce n'était que des alibis. Et donc, ils vont se suivre. Et dans la logique des faits, certainement ils ont dû communiquer. Toumba arrive. Ils vont donc attendre. Je vais nommer le capitaine Marcel. Ils vont donc attendre le boss. Et le boss viendra. Il va les trouver au pont de Madina, comme il l'a dit. Et ils vont le suivre. C'est lui qui décide de ce qui va être fait.
par la garde présidentielle, puisque c'est lui qui décide souvent, sinon toujours. En tout cas, dans l'armée, ce sont des ordres. Le militaire n'agit pas s'il n'a pas reçu d'ordre, Monsieur le Président. Ils nous l'ont fait savoir ici. Ils ont répété ça ici. Suivez la logique, Monsieur le Président. Il les dépasse au pont de Madina, selon lui. Il vient jusqu'au stade. Et brusquement, ces gens se retrouvent derrière lui. C'est lui qui le dit, hein, que dès qu'il est arrivé, ils ont commencé à tirer. Mais, Monsieur le Président, comment est-ce qu'ils l'ont trouvé en ce laps de temps? Ils se suivaient. Ils étaient ensemble. Le patron est là. Il est devant. Et donc, les gens ont commencé à tirer. Monsieur le Président, les choses vont se passer. Puisque malheureusement, les décideurs de l'époque ont fini par considérer que la tenue du meeting est un affront. Il faut donc sévir pour ne pas que cela se reproduise plus jamais. Pour ne plus que un leader politique, en tout cas une autre voix, une voix autre que celle qui soutient le capitaine président Dadis, s'élève pour dire non à certaines choses. Il fallait donc donner l'exemple. Ils vont donc persécuter, ils vont maltraiter, ils vont exécuter de la pire des manières en prenant le soin de bloquer toutes les issues de secours. Monsieur le Président, c'est inhumain. Au moins qu'on laisse les gens fuir, sortir, se sauver, mais non. Il faut réduire les chances de survie au maximum. Monsieur le Président, vont donc être commis les faits d'assassinat, de meurtre, de viol, d'attentat à la pudeur, d'enlèvement, de torture, de séquestration, de détention illégale de matériel de guerre de première catégorie, de vol à main armée, de coups et blessures volontaires, de pillage, d'incendie volontaire. Pour s'en convaincre, Monsieur le Président, davantage, je vous prierai de bien vouloir accepter que, Monsieur le Président, je lise certaines déclarations et dépositions sur certaines infractions. Pas toutes les infractions. Monsieur le Président, on peut noter des déclarations des accusés. Ci-après, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité d'Itumba, à l'avant-dernière page de son PV d'interrogatoire, au paragraphe 2, il dira ceci. À cet instant, j'ai aperçu Marcel et ses hommes venir derrière moi, du côté de l'autoroute, à bord de camions et de pick-up. À leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. J'ai immédiatement donné l'ordre de cesser les tirs. Mais comme ils étaient plus nombreux, à chaque fois que je dépassais un groupe, ils reprennent les tirs derrière moi. Finalement, ils se sont mis à tirer dans l'enceinte du stade. Monsieur le Président, le général Toto, lui, dira ceci. Sur interrogation-réponse. Je ne suis pas au courant de la présence de ces fosses communes. Cependant, je puis vous dire que devant plusieurs officiers, nous avons compté 54 corps à bord
des 3 camions stationnés dans la résidence de feu général Lansana Conté? Oui, effectivement, il y a eu des tirs dans l'enceinte du stade. Et donc, tout à fait normal, tout à fait logique qu'il y ait des corps cachés quelque part. Non pas à l'hôpital, non pas à la clinique, non pas à la morgue, mais dans un camp militaire. Et au capitaine Moussa Dadis Camara de renchérir en ces termes dans son PV d'interrogatoire. Plus tard, j'étais toujours à mon bureau lorsque Joseph Makambo est rentré pour me dire que Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, est allé au stade et qu'il y a eu de nombreux morts. Ce ne sont que des déclarations des accusés. Monsieur le Président, des témoins ont confirmé ces assassinats. Notamment, Monsieur le Président, à titre illustratif, je ne vais pas citer beaucoup. Je donne juste un exemple qui était avec eux, un monsieur qui était avec eux, le chef des renseignements à l'époque du président Dadis. Il s'agit, Monsieur le Président, de Monsieur Djoubaté, dont j'ignore le prénom, qui a déposé à l'audience à huis clos, Monsieur le Président, ici, en février dernier. Voilà ce qu'il a dit, Monsieur le Président. Informé par un agent, je suis venu constater la présence de 2 camions contenant des corps humains au camp Samori. Au bas de ces camions se trouvait du sang. Au bas de ces camions se trouvait du sang. Oui, effectivement, parce qu'on venait d'arroser. C'était des impacts de balles. Et donc, il fallait que le sang, ce n'était pas, Monsieur le Président, surprenant qu'on constate du sang qui continuait à couler. Monsieur le Président, ils ont été assassinés aux environs de 11 h. Eux, ils sont allés, lui, il est allé au camp vers 18 h. Donc, jusqu'à vers 18 h, le sang continuait. Le camion sointait du sang. Monsieur le Président, c'est cruel. C'est cruel. Parce qu'effectivement, ça, ces corps-là, dans ces camions, étaient des corps qui ont reçu des balles. Parce que des gens ont été arrosés. Comme l'a dit le commandant Toumba, ils se sont mis à tirer dans l'enceinte du stade. Monsieur le Président, vous avez également certaines déclarations des partis civils à ce sujet. À titre d'illustration, je vais nommer 2 personnes seulement. En l'occurrence, M. Lousseni Fall, ancien Premier ministre. Voilà ce qu'il a dit à l'audience publique ici. Le stade était inondé de gaz lacrymogène. Ensuite, les militaires ont fait leur entrée, avec à leur tête le commandant Toumba. Non, on lui dira que c'était un fait du hasard, il est allé les trouver, et puis voilà, il n'était pas en bon terme. Mais ces gens l'ont entendu. Il est venu, ils l'ont entouré, ils ont fait leur entrée dans le stade, ensemble. Ils étaient derrière lui. Ils étaient ensemble. Monsieur le Président, je continue. Les militaires ont commencé à tirer sur la foule qui était en débandade. Les portails tenus par les militaires. J'ai vu des jeunes tomber sur la pelouse quand les militaires tiraient sur eux. Les militaires tenaient les issues de secours. Vous allez tous crever ici. Vous allez tous mourir ici. L'actuel Premier ministre a également défilé ici et il a déposé. M. Baouri. Voilà ce qu'il a dit, Monsieur le Président. Quelques temps après, il y a eu des grenades lacrymogènes, des tirs. On a vu comme de petits moineaux la plupart des gens qui étaient sur la pelouse, chacun cherchant à fuir. On a vu des bérets rouges venir. On peut vérifier toutes ces déclarations, toutes ces dépositions, Monsieur le Président, puisque c'était à l'audience publique ici. Monsieur le Président, il y a aussi des déclarations
et dépositions sur des cas de viol et attentats à la pudeur. Des accusés ont déclaré ceci. Et plus précisément, le commandant Abouakar Sidiki Diakité dit Toumba. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, je profite pour quand même être reconnaissant qu'il a beaucoup apporté dans ce procès en termes de manifestation de la vérité. Je suis même tenté de dire, Monsieur le Président, que la divinité faisant, M. Toumba a réussi à survivre. Parce que ce qui était recherché, nous pouvons oser le dire, c'était de l'éliminer. Ils avaient commencé à mettre main sur ces éléments. D'où le 3 décembre, parce qu'il a compris que l'étau se resserrait contre lui. Et donc il fallait qu'il agisse. Il a été amené à agir. Et donc, comme je le disais tantôt, la divinité faisant, il a survécu jusqu'à ce jour pour venir nous livrer beaucoup de choses, même s'il a retenu certains. On comprend, comme l'a dit un confrère, je crois que c'était Maître Traoré, que son intelligence aidant, il fallait qu'il se protège. C'est l'instinct de survie à l'audience publique, pas qu'on retienne sa responsabilité, parce que trop dire aussi, il risque de se retrouver dans la même situation que le capitaine Dadis, qui lui a donné des ordres. Et donc, Monsieur le Président, j'imagine que s'il n'était pas, peut-être que ça n'était mort pour ce procès. En tout cas, pour l'essentiel. Parce qu'on a voulu effectivement lui chapeauter toutes les responsabilités. La divinité aidant, ça n'a pas pu être le cas. Parce que le sang des victimes crie vengeance. Même si ceux qui vivent aujourd'hui ne demandent pas vengeance. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que lui, ici, il nous a dit des choses que les autres se sont gardés de dire. Finalement, le capitaine Marcel Guilavogui s'est ravisé. Et n'étant pas, je dirais pas, plus intelligent que M. Toumba, il a tenté de nous dire certaines vérités, mais en se noyant. Monsieur le Président, le commandant Toumba, sur les cas de viol, ou en tout cas d'attentat à la pudeur, va nous informer. Voilà ce qu'il va dire. Et ça, c'était à l'audience publique. À l'audience publique du 3 mars 2023, j'ai noté, et on peut vérifier. Comme lui-même a ramené un jour, je crois, un confrère de la Défense à YouTube. On peut vérifier sur YouTube. Monsieur le Président, voilà ce qu'il va dire. J'ai vu des femmes qu'on traînait au sol. Il n'a pas dit qu'il a vu des hommes qu'on traînait au sol. S'il n'y a pas viol, mais au moins il y a attentat à la pudeur. Et s'il y a attentat à la pudeur, ça veut dire que le criminel continuera. Il continuera. Monsieur le Président, Monsieur Lucien Fall, lui aussi va dire quelque chose par rapport au cas de viol. Voilà ce qu'il va dire. Arrivé au niveau du palais des sports, on a vu des militaires en train de déshabiller des femmes, en train de battre des femmes. Nous avons vu une femme presque déshabillée, qu'il tirait vers le palais des sports. Ça vient corroborer effectivement la version du commandant Toumba, selon lequel il a vu qu'on traînait des femmes. Monsieur le Président, la concordance des récits au huis clos par rapport au cas de viol, je ne citerai pas de nom, mais Monsieur le Président, c'était un moment plein d'émotions. Les personnels ont versé des larmes
quand vous entendez, d'abord, quand vous voyez des mères de famille comparaître à cette barre, malgré elles, au huis clos, et qui vous disent, Monsieur le Président, que des gens qui ont l'âge de mon premier fils ou de mes enfants m'ont violé, ont utilisé leurs mains, ont utilisé des armes blanches pour me mettre dans le sexe. Monsieur le Président, c'est incompréhensible. Comme le disait le confrère Martin, c'est incompréhensible. L'on se demande, et effectivement, ces victimes l'ont dit, qu'elles se sont demandées, est-ce que ce sont des Guinéens qui sont vraiment en face de nous? Est-ce qu'il s'agit de militaires guinéens qui n'ont pas laissé enfants, qui n'ont pas laissé jeunes, qui n'ont pas laissé vieilles? Mais, Monsieur le Président, peut-être que moi je trouverai une explication peu convaincante peut-être. C'est quoi? Monsieur le Président, ces cas de viol on peut les comprendre autrement. Il faut faire regretter effectivement à toutes celles qui sont parties au stade leur participation à ce meeting. Il faudrait faire en sorte que désormais, si elles entendent parler de meeting ou même de rassemblement ou de réunion de tel ou tel leader politique, qu'elles en aient le dégoût total. Lorsque j'ai entendu, ou disons, lorsque j'ai vu dans un procès verbal d'un membre influent du CNDD dire qu'il s'interroge sur comment est-ce que un militaire dans les échauffourées peut être en érection et puis violé, je me dis, mais est-ce qu'il réfléchit bien? Mais on comprend, Monsieur le Président, il s'agit de quelqu'un qui a été l'architecte même du concept d'Adissou la mort. Ce n'était pas uniquement pour violer. Ce n'était pas uniquement pour satisfaire la libido. Il fallait les humilier. Il fallait leur ôter toute humanité. Ça se passe dans bien de pays, Monsieur le Président. Ça se passe au Congo, vers le Nord Kivu. De sorte qu'il y a un médecin spécialiste appelé réparateur de femmes. Parce qu'effectivement, il faut s'aimer le dégoût des hommes politiques, des adversaires politiques, pour lesquels vous sortez, pour lesquels vous êtes, à lesquels vous vous reconnaissez, pour que vous ne parliez plus jamais d'eux. Monsieur le Président, c'est incroyable. Pour ce qu'il est, Monsieur le Président, honorable assesseur, des cas de torture. Là, je prendrai un seul exemple, Monsieur le Président, la déclaration d'un accusé, notamment M. Paul Massa Guilavogui, qui va déclarer ceci. Il y a eu, dans son procès verbal d'interrogatoire, bien entendu, et il l'a confirmé à la barre ici, il y a eu des tortures en ma présence, et la personne qui le faisait, c'est Bégré et ses hommes. Quand tu parlais, il t'enfermait. Personnellement, il m'a enfermé par 2 fois pour être intervenu auprès de lui, notamment pour avoir donné du beurre de karité aux détenus pour qu'ils se massent avec. La seule femme qui était parmi nous, c'est Tata. Monsieur le Président, pourquoi ces détenus vont avoir besoin du beurre de karité? Pourquoi? C'est pas
Parce qu'effectivement, ils ont subi des tortures, des traitements inhumains, de sorte que même l'un des tortionnaires va avoir pitié, disons, selon sa logique, et va leur donner du beurre de karité. Massez-vous avec, soulagez-vous avec. C'est atroce. Monsieur le Président, si ces faits ne sont pas des faits de crimes contre l'humanité, quel autre fait ils pourront être? Quel autre fait, Monsieur le Président, ils pourront être? Si ces faits ne peuvent pas constituer des crimes contre l'humanité. Lisons l'article 7 du statut de Rome, Monsieur le Président, qui dispose, je suis là maintenant dans la deuxième partie de mon intervention, Monsieur le Président. L'article du statut de Rome dispose: crime contre l'humanité. Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, lancée contre toute population civile, et en connaissance de cette attaque. 2 points. A. Meurtre. N'y a-t-il pas eu meurtre, Monsieur le Président, au stade du 28 septembre et environ? Je viens de le démontrer. Des accusés l'ont confirmé. Des témoins l'ont confirmé. Des parties civiles l'ont confirmé. Aucun accusé ne l'a dénié, Monsieur le Président. Au point E, je ne pourrai pas tout citer. Mes confrères qui m'ont précédé ont largement et éloquemment exposé et défini certains termes. Au point E, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique, en violation des dispositions fondamentales du droit international. Monsieur le Président, y a-t-il eu privation de liberté? Oui. Privation de liberté, Monsieur le Président, au camp Koundara, où il y a eu des tortures, comme je venais de le rappeler tout à l'heure. Il y a eu, Monsieur le Président, privation de liberté dans les locaux des services spéciaux du colonel Thieboro. F. Torture. Oui, effectivement, Monsieur le Président, il y a eu torture dans ce dossier. Au camp Koundara, le camp emblématique pour les tortures, en tout cas pour ce qu'il est des victimes des événements du 28 septembre. Et aussi dans les locaux, Monsieur le Président, des services spéciaux pour la lutte contre la drogue. Au point G, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. N'y a-t-il pas eu viol dans le dossier du 28 septembre, Monsieur le Président? Eh bien, oui. N'y a-t-il pas eu, Monsieur le Président, autre forme de violence sexuelle ou de gravité comparable? Oui, Monsieur le Président. Oui. Monsieur le Président, au point I, disparition forcée de personnes. Y a-t-il eu des disparus dans ce dossier? Oui, Monsieur le Président. Il y a ce collectif des personnes dont les parents n'ont jamais été retrouvés jusqu'à ce jour. Monsieur le Président, c'est affreux. Au point K, autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Monsieur le Président, on a imposé à certains citoyens séquestrés
de se mettre torse nu au soleil et de regarder le soleil. Et de regarder le soleil. Monsieur le Président, ce sont des traitements inhumains. Monsieur le Président, quel est le résultat qu'on cherchait? Certainement les aveugler. En tout cas, les soumettre au traitement dégradant et inhumain. Monsieur le Président, ces crimes sont imputables à qui? Puisque le 28 septembre et les jours suivants, des exactions ont été commises. Des crimes de masse, de la persécution, pas que d'une seule personne, pas que par ceux-là qui sont renvoyés. D'autres sont encore en train de courir dans la nature, Monsieur le Président, malheureusement. Et donc, il va falloir situer les responsabilités. Et le statut de Rome, Monsieur le Président, situe les responsabilités. Il ne se limite pas, Monsieur le Président, à prévoir les infractions, les crimes. Monsieur le Président, sur la responsabilité de commandement du chef militaire, l'article 28 du statut de Rome dispose: responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Outre les autres motifs de responsabilité pénale, au regard du présent statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour, 2 points. Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour, commis par des forces placées sous son commandement et sous son contrôle effectif, ou sous son autorité et sous son contrôle effectif, selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ses forces dans les cas où excusez, Monsieur le Président. Dans les cas je poursuis, Monsieur le Président. Dans les cas où ce militaire ou cette personne savait ou en raison des circonstances aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes et au point I, ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite. À la lumière de cette disposition légale, Monsieur le Président, lesquels des accusés ici présents sont chefs militaires? Qui est chef militaire ici? Nous allons tenter de répondre, Monsieur le Président. Ce sont évidemment le capitaine Moussa Dadis Camara, commandant en chef des forces armées, nommant au poste de commandement militaire, comme en fait foi le journal officiel de janvier 2009, dont je dispose copie. Je vais lire quelques extraits, Monsieur le Président, des décrets. Faisant état d'une série de nominations, ce journal officiel, par le président Dadis, soit à 1 mois de la prise du pouvoir. Monsieur le Président, on peut noter entre autres
l'avancement en grade général, l'avancement général au grade supérieur accordé à titre exceptionnel aux membres influents, effectivement, du CNDD et à tous autres militaires qui ont aidé à prendre le pouvoir. Et ça, c'était le 30 décembre 2008. Je crois que c'était à une semaine de la prise du pouvoir. Le feu général Lansana Conté est décédé le 22 janvier, si je ne me trompe. Juste à une semaine. L'article 1er de cette ordonnance stipule: un avancement général au grade supérieur est accordé à titre exceptionnel aux militaires de l'armée guinéenne, terre, air, mer, gendarmerie nationale, allant du grade de caporal à adjudant-chef, inclus, et au personnel des services de la police nationale et de la douane nationale pour les grades correspondants. C'est là, Monsieur le Président, que tout le monde, tous les militaires, tous les policiers ont été augmentés en grade. Tout à fait normal. Ils ont aidé à la prise du pouvoir. S'ils n'ont pas aidé à la prise du pouvoir, mais au moins, ils ont accepté, ils ont validé. Quoi de plus normal que de les récompenser? Mais sauf que, monsieur le capitaine Moussa Dadis Camara était le supérieur hiérarchique, c'était le chef militaire qui nommait à des postes militaires, qui prenait des décisions. Une autre ordonnance, monsieur le Président. En date du 3 janvier 2009, l'article 1er de cette ordonnance stipule: les cadres militaires dont les prénoms et noms suivent sont provisoirement nommés dans les fonctions ci-après. Directeur de cabinet, capitaine David Haba, précédemment directeur des études par intérim de l'école militaire interarmée. Secrétaire général, capitaine Amadouri Diallo, précédemment secrétaire particulier du ministre de la Défense nationale. Inspecteur général des services des forces armées, capitaine Nuhu Cham, précédemment conseiller juridique au ministère de la Défense nationale. Il s'agit de postes militaires. Directeur de l'école militaire interarmée, commandant Amadou Kaba, instructeur à l'école. Ça, c'était le 3 janvier. Le 10 janvier 2008, le capitaine va encore nommer à des postes militaires. L'article 1er de l'ordonnance du 10 janvier 2008, je me garde de lire les numéros, Monsieur le Président, pour aller plus vite, stipule: le commandant Ali Moussa Camara, précédemment commandant adjoint du bureau de recrutement national, est nommé commandant du dit bureau. Ça veut dire quoi? Qu'il y avait un bureau de recrutement national. Mais est-ce que pour les recrutements de Kalia et dans les périphéries, ce bureau a été mis à contribution? Ou, à tout le moins, est-ce que c'est ce bureau qui a géré? Non. Non, Monsieur le Président. Le chef d'état-major général des armées est venu déposer. Qui mieux que lui pour nous éclairer sur cette situation? Il nous a dit, Monsieur le Président, que les éléments de Kalia relevaient uniquement du président capitaine Moussa Dadis Camara et de son ministre de la Défense nationale, en l'occurrence le général Sekouba Konaté. Ils nous ont même dit que c'était leur affaire, que personne ne s'en préoccupe. Même le bureau de recrutement dont on venait de nommer le commandant. Monsieur le Président, après cela, il va nommer les membres du gouvernement. Je ne vais pas lire le tout. Mais là, il le fait en qualité de chef hiérarchique. Monsieur le Président, au point 2,
sur l'interrogation sur laquelle qui est chef militaire. Au point 2, vous avez le colonel Moussa Tiegoro Kamara. Au point 2, vous avez le colonel Moussa Tiegoro Kamara, nommé le 14 janvier 2009 et contre le grand banditisme. Avec votre permission, je lis son décret. C'était, Monsieur le Président, le décret nommant les membres du gouvernement. C'était le 14 janvier 2009. Au point 28. D'abord, je commence par l'intitulé. L'article 1er. Sont nommés dans les fonctions ci-après les cadres dont les noms suivent: chargés des services spéciaux, de la lutte antidrogue et du grand banditisme. 2 points. Capitaine Moussa Tiegoro Kamara. Il avait des éléments qu'il commandait. Il avait, Monsieur le Président, un corps mixte. Il avait des policiers en son sein. Il avait des gendarmes, Monsieur le Président, qu'il commandait. C'est un chef militaire. Je poursuis. Monsieur le Président, au point 3, pour ce qu'il est de savoir qui est chef militaire, vous avez le colonel Claude Pivy, nommé le 15 de la nomination des membres du gouvernement. Certainement, puisqu'il n'a pas vu son nom, il a dû ne pas être content. Et vous le savez, Monsieur le Président, et comme le commandant Toumba l'a déclaré une fois ici, à l'audience publique, que parlant, bien entendu, du colonel Claude Pivy, que, en ironisant, bien sûr, Monsieur le Président, vous savez, Grand-Co, lui, c'est la force. C'est la force, effectivement. Donc, au lendemain de la nomination des membres du gouvernement, on va le nommer aussi, puisqu'il a été oublié. Monsieur le Président, voilà le décret. Article 1er. Le lieutenant Claude Pivy, précédemment nommé à titre provisoire, ministre chargé de la sécurité présidentielle, est confirmé dans les mêmes fonctions. Il était là à titre provisoire. Mais quand le gouvernement a été mis en place, il a été omis. Il a dû revendiquer. Lui, c'est la force. Hein? Et il a été nommé le lendemain. Il est chef militaire par ce décret. Il est chef militaire par ce décret. C'était le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Ou si on ne peut pas le prendre à ce titre, Monsieur le Président, il est au moins chef hiérarchique. Il avait des hommes chargés de la sécurité présidentielle, selon le décret. Tout ce qui s'est passé sur le terrain, chez le militaire, c'est le terrain qui commande, ça ne me regarde pas. Nous, ici, ce sont les textes. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Monsieur le Président, qui est encore chef militaire? Au point 4, nous avons le commandant Aboubakar Diakité, dit Toumba, nommé aide de camp du chef de l'État, président de la transition d'alors. Il l'a lui-même confirmé. Oui, il a été nommé aide de camp. Il avait des hommes. Il était chef militaire. Il avait une troupe à sa disposition qu'il commandait. C'est ce que nous avons suivi, c'est ce que nous avons vu dans leur parcours au stade du 28 septembre. Bien après, Monsieur le Président, il a été suivi dans son parcours jusqu'à la clinique Ambroise Paré et même au retour par le capitaine, son adjoint. Ils étaient d'accord. Il n'y avait pas d'animosité. À la veille du 28 septembre, ils ont présidé un mouvement de soutien. Ils étaient deux. Tout allait bien, Monsieur le Président. Ils l'ont suivi, il l'a suivi. Parce que c'est son chef. C'est tout à fait normal.
Monsieur le Président, au point 5, qui est chef militaire parmi les accusés? Vous avez le colonel Blaise Goumou, chef PJ, aux services spéciaux, la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Monsieur le Président, pour ceux qui l'ont pratiqué au tribunal militaire, c'est quand même difficile quand on le regarde. Un bon procédurier, mais qui malheureusement s'est retrouvé dans ces événements, dans ces faits, qui malheureusement va devoir assumer. À la limite, je pourrais dire que c'est du gâchis. C'est pour ça, Monsieur le Président, que chez le militaire, il est dit que, et ils le savent, que nul n'est obligé d'obéir à un ordre manifestement illégal. Qui mieux que lui parmi les accusés peut le savoir? C'est dommage, Monsieur le Président. C'est dommage. Dans tous les cas, Monsieur le Président, Monsieur Blaise Goumou a été chef PJ. Et souvent, Monsieur le Président a fait fonction de chef militaire. Parce que cette disposition, l'article 28, est très clair et très méticuleux. On parle de responsable de chef. On parle de chef militaire et de ceux-là faisant fonction de chef militaire. Donc ça veut dire quoi? Que vous n'avez même pas besoin d'un décret vous nommant à telle position sur des militaires pour être chef militaire. Mais dès lors que vous faites fonction de chef militaire, Monsieur le Président, vous devenez donc chef militaire au terme de l'article 28. Monsieur le Président, il faisait fonction de chef militaire car étant toujours chef pendant les patrouilles et particulièrement chef de mission de patrouille le 28 septembre 2009. C'était un chef militaire. Il commandait au moins 5 personnes. Il faisait fonction de chef militaire. Qui d'autre faisait fonction de chef militaire? Le colonel Ibrahima Kamara, dit Kalonzo. Il faisait également fonction de chef militaire au même titre, Monsieur le Président, que le colonel Blaise Goumou. Et peut-être même, Monsieur le Président, que c'est ce qui a dû faire qu'il a été cité, ou peut-être sorti du PM3 pour aller gonfler l'effectif parce qu'ils étaient sous-effectifs. Au stade du 28 septembre, il y avait plus de 28 000 personnes. C'est parce qu'ils étaient nombreux, Monsieur le Président, qu'ils ont réussi à braver tous les barrages. Tous les barrages. Et donc, il fallait faire appel à toutes les qualités. Et Monsieur le Président, pour ce qu'il est de la patrouille, ce sont des vétérans. Pour ce qu'il est des missions de patrouille, de lutte contre le grand banditisme, de traquer les bandits et autres, c'était ou ce sont, Monsieur le Président, des vétérans. Je les salue au passage. Sauf que ce jour, ils n'avaient pas leur place au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, j'ai été très satisfait sur la question du tribunal le jour de la confrontation entre M. Kalonzo et le témoin M. Gabriel, le colonel Gabriel. Le tribunal a posé une question intéressante, notamment celle de savoir. M. Gabriel, la question était dirigée à envers M. Gabriel, notamment celle de savoir si vous avez pu vous sortir le colonel Kalonzo de là, alors que ce n'est pas vous qui l'aviez placé là, alors que vous n'étiez pas encore le décideur là-bas. Qu'est-ce qui nous dit qu'une autre personne ne pourrait pas faire pareil? C'est tout à fait possible, Monsieur le Président. C'est possible que, je ne dis pas, je ne suis pas catégorique là-dessus, mais c'est tout à fait possible, Monsieur le Président, que pour les besoins de la cause, qu'il ait été sorti de là. Parce que
qu'on était en sous-effectif, on avait quelqu'un qui était en train d'être gaspillé de l'autre côté, et il faut le prendre pour venir servir. C'était effectivement possible. Sinon, Monsieur le Président, pour quel intérêt le témoin, son collègue, son frère d'armes, censé le protéger, je veux nommer le capitaine Sori Kandé, va le citer à plusieurs reprises. Au moment de son audition devant le juge d'instruction, au moment où sa mémoire était encore fraîche, on a compris lorsqu'il est venu tenir des variations ici, Monsieur le Président, on sait, il a compris la gravité des faits, il a vu ce dans quoi il a placé. J'imagine que cet homme ne m'y accule pas. Oh, c'est parce que je l'ai cité qu'il a des ennuis. Mais vous avez été sincère. Pour quel intérêt il va dire que le colonel Kalonzo était avec nous alors que ce ne l'était pas? Monsieur le Président, je vous laisse en juger. Qui d'autre, Monsieur le Président, faisait fonction de chef militaire? Le capitaine Marcel Guilavogui. Il faisait fonction de chef militaire, Monsieur le Président. Il était l'adjoint du commandant Toumba. Monsieur le Président, en dehors du fait qu'il était l'adjoint du colonel Toumba, du commandant Toumba, il avait ses hommes. Il ne le nie pas, il ne l'a pas nié. Tout le monde le sait. Il avait ses hommes. Donc il faisait fonction de chef militaire. Monsieur le Président, peut-être que les autres diront, ah tiens, je ne suis pas cité parmi les chefs militaires ou parmi les personnes faisant fonction de chef militaire, mais il y a que le statut de Rome a été très peaufiné. Monsieur le Président, au point B, au point B de l'article 28 du statut de Rome, le législateur dit ceci. En ce qui concerne les relations entre supérieurs hiérarchiques et subordonnés, non décrites au paragraphe A, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et sous son contrôle. Lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ses subordonnés, bon, je crois que c'est un peu devant, pour éviter de me répéter, ça c'était réservé d'en venir aux subordonnés. Et donc, Monsieur le Président, qui était supérieur hiérarchique? Encore le capitaine Moussa Dadis Camara, responsable hiérarchique de la garde présidentielle. S'il n'était pas le commandant de la garde présidentielle, mais M. Aboubakar Diakité relevait de lui. Il ne rendait compte qu'au président, qu'à M. Dadis. C'était son supérieur hiérarchique. Qui d'autre, Monsieur le Président? Disons, en dehors de cela, le supérieur hiérarchique de la gendarmerie, des forces armées en un mot, c'était lui. Rendez compte. Ce n'est pas fortuit si on l'appelle commandant en chef des forces armées. Si ce n'est pas à titre de chef militaire, mais au moins c'est à titre de chef hiérarchique, Monsieur le Président. Qui d'autre, Monsieur le Président, était chef hiérarchique? Le colonel Abdoulaye Diaby, nommé ministre de la Santé, responsable de la manipulation des corps humains victimes du 28 septembre. C'est lui, Monsieur le Président. S'il y a eu des disparus, c'est à lui qu'on doit s'adresser, Monsieur le Président. S'il y a eu des corps enterrés sans être identifiés, c'est à lui qu'on doit s'adresser. Quand les faits se sont produits,
pour ce qu'il est de ce qui était déjà, permettez l'expression, gâté, comme le disent par ailleurs les Ivoiriens, c'est gâté, c'est gâté. Pour ce qu'il est de ce qui était gâté, c'est à lui qu'on faisait appel. C'est pourquoi le capitaine Dadis lui a fait appel et il s'est rendu au camp. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Madame la directrice de l'hôpital national d'Onka lui a fait appel parce que c'était lui le supérieur hiérarchique pour ce qui est maintenant de la gestion des corps, pour ce qui est maintenant de la gestion des catastrophes. Et donc, il doit répondre, effectivement, Monsieur le Président. Monsieur le Président, concernant ceux des accusés, qui ne sont donc pas des chefs militaires, l'article 33 du statut de Rome dispose: le fait, au point 1, le fait qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un ceux qui l'a commis de sa responsabilité pénale. À moins que A. Cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question. Quel ordre légal a été donné? Aucun. À moins que cette personne, au point B, cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal. Qui dira ici, Monsieur le Président, que tirer sur des manifestants, sur son semblable, est légal? Personne. À moins que, au point C, et enfin, l'ordre n'ait été manifestement illégal. N'ait pas, plutôt, été manifestement illégal. On vous dit d'aller mater. Vous savez qu'il y a la police, il y a la gendarmerie, corps habilité à intervenir en cas de manifestation, en cas de meeting, autorisé ou non. Mais vous, militaires, vous vous transportez sur les lieux parce que le tout-puissant commandant des forces armées guinéennes, le tout-puissant président de la transition, le tout-puissant capitaine Moussa Dadis Camara, qui peut être confirmé, Monsieur le Président, par le chef d'état-major général des armées, M. Oumar Sano, ici à la barre. Et donc, ça veut dire quoi? Que M. Dadis devait être la dernière personne à sortir du camp, ou devait être la toute dernière personne à ordonner aux gens de sortir du camp militaire. Mais non, c'est lui le premier qui veut sortir, alors que c'est lui qui venait de dire, d'ordonner à ce que tout militaire ne sorte pas du camp. Circonstance aggravante. Circonstance aggravante, Monsieur le Président, honorable conseiller. Il ne suffit pas de dire, non, j'avais ordonné que les militaires soient casernés et donc je prends cela à mon actif, j'en transforme un avantage. Ce n'est pas un avantage dans le cas d'espèce, Monsieur le Président. C'est bien plus que ça. C'est pire. C'est une circonstance aggravante pour lui et ses hommes. Monsieur le Président, je poursuis avec le statut de Rome sur l'élément intentionnel. L'article 30 du statut de Rome dispose: élément psychologique. Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'intention et connaissance. Au point 2, il y a intention au sens du présent article lorsque, au petit a, relativement à un comportement, partait sensibiliser. Est-ce qu'il partait caresser? Est-ce qu'il partait dialoguer? Mais non. En envoyant, et c'est tout à fait normal, il s'agit de la garde présidentielle, il faut qu'il soit lourdement armé. Ça y va de la sécurité nationale. Et donc, vous savez que ces gens ne sortent toujours avec des armes. Ils dorment avec des armes.
Et donc, leur dire, allez mater, et ils vont mater avec quoi? Mais avec le dispositif sécuritaire. Parce qu'ils ne sortent jamais sans ce dispositif, Monsieur le Président, honorable assesseur. Ceux qui sont sortis, y a-t-il l'intention pour eux d'aller mater, d'aller faire du mal? Mater à tout prix. Et quelle que soit la manière. Est-ce que ces fusils, ces balles sont des fouets? Ah, ils ont maté avec des fusils. Les conséquences quand on mate avec des fusils, c'est ça. C'est le sang qui coule. C'est des morts qui s'en suivent. Si on mate avec, Monsieur le Président, un fouet, bah, c'est des traces. C'est des égratignures. C'est ça. Donc, chaque arme utilisée pour mater a ses effets. Et donc, ceux-là, de la garde présidentielle, qui ont toujours été lourdement armés, qui vont au stade pour mater, ne peuvent produire, Monsieur le Président, que ses conséquences. Monsieur le Président, ceux des services spéciaux qui se sont dirigés vers le stade, sont-ils allés avec les menus? Mais non. On les a toujours vus ici. Quand ils sortaient, Monsieur le Président, c'était impressionnant. On aimait en fait. Donc, on les a vus ici. On aimait. Parce qu'on se disait, oui, ils sont en train de, les grands bandits sont détenteurs d'armes des gens. Qu'on arrête d'insulter la mémoire des victimes. Monsieur le Président, en partant au stade, non pas à la recherche de grands bandits, non pas à la recherche de narcotrafiquants, mais pour traquer de simples citoyens non hostiles. Quel résultat cela peut donner? C'est ce pour lequel nous sommes ici, Monsieur le Président. C'est ce pour lequel nous sommes ici. Monsieur le Président, l'élément intentionnel est là. L'élément intentionnel est là. Lorsque, Monsieur le Président, le commandant Toumba est au stade, il est avec ses éléments, ils sont derrière eux, ils sont armés. Je dirais même qu'il aurait dû renoncer à aller au stade à partir du pont de Madina, où il a vu le dispositif, c'est lui qui le dit, de Marcel. S'il était allé chercher le président, comme l'a rappelé un confrère, mais qui mieux que Marcel pour savoir où se trouve le président, son oncle, son cher oncle? Au moins, s'il ne le sait pas, la logique voudrait, Monsieur le Président, qu'il stationne et qu'il... Où est le président? Puisque c'est lui qui sort chercher. Tellement intelligent. Qu'à un moment donné, je me suis interrogé, j'ai dit, mais si c'était lui le président, est-ce que cela pourrait arriver? Ou en tout cas, est-ce que il n'aurait pas pu faire mieux? Non pas que le capitaine Dadis est moins intelligent, je ne le dis pas, mais le commandant Toumba fait preuve d'une intelligence au-delà de la moyenne. Et donc, quand il donne son récit, quand il aide à la manifestation de la vérité, pour ne pas qu'on mette du grappin sur lui, pour ne pas que la loi le rattrape. Monsieur le Président, ces crimes sont imprescriptibles au sens de l'article 29 du statut de Rome. Et les peines prévues, je n'en parle pas, le ministère public est là, c'est l'article 77 du même statut de Rome. Monsieur le Président, face à tous ces faits narrés, reconnus par aussi bien des accusés que par des témoins, je ne parle pas de responsabilité, mais la commission des exactions, reconnue aussi bien par des accusés que des témoins. Est-ce que pour ces faits, Monsieur le Président, le statut de Rome ne devait pas s'appliquer?
Monsieur le Président, est-ce que on ne devrait pas requalifier ces faits décrits tout à l'heure? Monsieur le Président, en raison de toutes ces responsabilités, est-ce qu'on ne devrait pas requalifier ces faits en crime contre l'humanité? Et c'est là que, Monsieur le Président, je saluais en amont la vigilance du parquet qui est venu rectifier le tir. C'est vrai, on le dit, que le ministère public est indivisible et un, et donc qu'il est comptable de tout ce que le ministère public, au moment des enquêtes préparatoires, a fait. Mais, Monsieur le Président, n'en demeure pas moins quand même qu'il ne s'agit pas de même personne. Ce n'est pas les mêmes personnes. Ce ministère public, je le salue pour cela. Monsieur le Président, revenir, je le sais, de l'autre côté. Monsieur le Président, des réponses ont été apportées pour savoir que on ne peut pas opposer à la demande de requalification du parquet la force de chose jugée. On ne peut pas. Juridiquement, ça ne tient pas. Ce n'est pas possible. Parce que, Monsieur le Président, au terme de l'article 2, invoqué, pour ce qu'il est, au terme de l'article 2, invoqué, pour ce qu'il est de la requalification par la défense, dispose l'action publique pour l'application de la peine, c'était par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation et la chose jugée. La chose jugée est opposable à qui? À quoi? Elle n'est opposable qu'à l'action publique. Elle n'est opposable qu'à l'action publique, c'est ce qui est dit ici. J'ai comme l'impression que on n'a pas suffisamment lu la lettre de cette disposition qu'on a invoquée. Puisque la demande de requalification n'est pas une action publique. C'est une demande qui a été formulée par le ministère public sur le fondement de l'article 405 du Code de procédure pénale en vigueur. Le public prend au nom de la loi toutes les réquisitions qu'il juge utiles. N'a pas décidé de poursuivre à nouveau ces accusés sur la base des crimes contre l'humanité. Et donc, par élimination, Monsieur le Président, la chose jugée est out. On ne peut l'opposer à la demande de requalification. L'article 4, aussi invoqué par la défense lors de la discussion sur la requalification des faits en crime contre l'humanité, dispose: toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été déjà jugée définitivement pour les mêmes faits et en cas de condamnation. Comment peut-on opposer cette disposition à la demande de requalification? Est-ce que les accusés ont été déjà jugés définitivement? Est-ce que les accusés ici ont été condamnés? Est-ce qu'ils sont en train d'exécuter la peine? Est-ce que cette peine, si elle existe, on nous dira peut-être, est-ce qu'elle est prescrite? Non. On devrait donc procéder à bon droit à la requalification. Monsieur le Président, parce que une interrogation systématique s'invite, précisément, puisque la défense en a fait cas. La défense, pour elle, il aura fallu que le législateur guinéen internalise les crimes prévus par le statut de Rome dans un texte, dans un code. Mais c'est quoi la base légale? C'est quoi le texte qui le dit? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et donc, une interrogation systématique s'invite précisément
La question de savoir si un texte de loi ou réglementaire subordonne l'application du statut de Rome à l'internalisation des infractions que celui-ci prévoit. Le tribunal va en constater que jusqu'à date, la défense n'a pas avancé un texte de droit, un texte de loi. Et que le statut de Rome prévoit le mécanisme de son application, il est suffisant en lui-même. Et Monsieur le Président, à ce sujet, l'article 126 du statut de Rome dispose: entrée en vigueur. Je ne vais pas rappeler ce que c'est, puisque je l'avais une fois fait lors du débat. Entrée en vigueur. Le présent statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après la date de dépôt du 60e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 2. À l'égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le présent statut d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Et, Monsieur le Président, c'est conformément à ces dispositions légales que la République de Guinée a déposé son instrument de ratification le 14 juillet 2003, en 2000, donc soit 3 ans plus tard. Et donc, Monsieur le Président, honorable assesseur, ce texte est applicable, ce traité est applicable. Ce n'est pas pour rien qu'il est intitulé à l'article 126, entrée en vigueur. Monsieur le Président, si il arrivait, par extraordinaire, pour le tribunal, que les crimes pour lesquels les accusés ici ont été renvoyés à cette barre constituent des crimes de droit commun, qu'il veuille accepter de suivre l'exposé ci-après. Je suis donc à la troisième partie et à la fin de mon exposé. Monsieur le Président, l'ordonnance de renvoi dont je ne parlerai que des cas emblématiques. Monsieur le Président, au 1, nous avons encore et toujours le capitaine président Moussa Dadis Camara, renvoyé pour 13 chefs d'accusation, si j'ai bien noté. Renvoyé pour 13 chefs d'accusation, que sont la complicité d'assassinat, la complicité de meurtre, la complicité de viol, la complicité d'attentat à la pudeur, la complicité de vol plutôt, en main armée, la complicité de coups et blessures volontaires, la mise en danger d'autrui, la non-assistance à personne en danger, la complicité de pillage et d'incendie volontaire, la complicité d'enlèvement, la complicité de torture, la complicité de séquestration, la complicité de détention illégale de matériel de guerre de première catégorie. Au 2, le capitaine Moussa Tcheboro Kamara renvoie également pour 13 chefs d'accusation que sont assassinat, évidemment, si vous pouvez assassiner, puisque c'est des crimes de masse. Chaque personne a son 28 septembre, effectivement, Monsieur le Président. On peut effectivement assassiner et être complice d'assassinat aussi, au cours des mêmes événements. Donc, qui ne peut pas porter sur la même personne, évidemment, mais sur d'autres personnes, parce qu'on n'est pas seul, on a des éléments. En tout cas, des gens ont dit, ici, à cette barre, qu'il avait un pistolet et qu'il a tiré sur des gens. Ça a été dit ici. Voilà pourquoi il a été renvoyé pour assassinat.
complicité de meurtre, d'assassinat, il avait ses éléments, il instruisait. Même la police, la gendarmerie recevait des instructions de la part, Monsieur le Président, de l'omniprésent du moment, colonel Tchéboro. Monsieur le Président, je reprends pour ce qu'il est des 13 chefs d'accusation le concernant. Assassinat, meurtre, complicité de meurtre, complicité d'assassinat, complicité de vol et non-assistance à personne en danger, enlèvement, torture, séquestration, complicité d'enlèvement, complicité de torture, complicité de séquestration. Au 3, le colonel Claude Pivy, renvoyé devant vous, Monsieur le Président, pour 12 chefs d'accusation, que sont le meurtre, l'assassinat, les assassinats, complicité de viol, complicité d'attentat à la pudeur, vol à main armée, coups et blessures volontaires, mise en danger d'autrui et non-assistance à personne en danger, enlèvement, torture, séquestration, pillage, complicité de pillage, d'attentat à la pudeur, complicité de vol à main armée, coups et blessures volontaires, complicité de coups et blessures volontaires, mise en danger d'autrui et non-assistance à personne en danger, complicité d'enlèvement, complicité de torture, complicité de séquestration. Au 5, le capitaine Marcel Guilavogui, également renvoyé pour 10 chefs d'accusation, que sont le meurtre, l'assassinat, la complicité de viol, complicité d'attentat à la pudeur, vol à main armée, coups et blessures volontaires, mise en danger d'autrui et non-assistance à personne en danger, enlèvement, torture, séquestration. Je me limite là, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons entendu parler de complicité pour ce qu'il est des charges pour lesquelles ils ont été renvoyés. Puisque, pour ce qu'il est de la commission d'infraction, c'est imparable. Monsieur le Président, s'il arrivait que les faits commis sont traités de crimes de droit commun, veuillez retenir, Monsieur le Président, honorable assesseur, que la loi applicable à l'époque des faits est la loi numéro 98/036 du 31 décembre 1998 portant code pénal et donc applicable au moment des faits. Je dis bien, si vraiment, Monsieur le Président, allons-y dans les dispositions légales de cette expression d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. L'article 53 lui dispose: les complices d'un crime ou d'un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. Et donc, quelqu'un qui est assis au loin, mais qui est reconnu coupable des faits commis loin de lui, est puni des mêmes peines que celui qu'il a envoyé commettre ces faits. Monsieur le Président, avançons. Allons à l'article 54 de ce texte, qui dispose: seront punis comme complices dont promesse, abus d'autorité et de pouvoir. C'est là que c'est intéressant. Abus d'autorité et de pouvoir, machination ou artifice auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre. Ce texte est on ne peut plus clair. Monsieur le Président, ça veut dire quoi? Que le capitaine Moussa Dadis Camara, furieux ce jour d'apprendre que le meeting qu'il avait refusé est en train d'être tenu, et pour lequel il voulait descendre lui-même au stade avec ses hommes, ou que, Monsieur le Président, cet abus d'autorité ou de pouvoir a provoqué cette action, parce qu'effectivement, sa colère, Monsieur le Président, sa volonté de se rendre au stade, Monsieur le Président, sa demande ou son ordre aux autres de descendre au stade maté est constitutif, Monsieur le Président, de complicité. C'est constitutif de complicité.
Monsieur le Président. Et même s'il n'avait pas donné des ordres au capitaine, au commandant Toumba et ses hommes de descendre au stade, mais à partir du moment où cette disposition est claire sur le fait que l'abus d'autorité et de pouvoir peuvent provoquer l'action, l'infraction qui est commise, Monsieur le Président, il tombe sous le coup de la complicité. Parce qu'effectivement, ces éléments, si on peut lui concéder qu'il n'a pas donné des instructions, mais ces éléments, l'ayant vu dans cet état, Monsieur le Président, au point qu'il voulait lui-même se rendre au stade, se sont dit, reste là, on t'empêche de sortir, parce que la situation est dangereuse. On ne sait pas ce qui peut se produire. Nous avons en main ta sécurité. Laisse-nous aller mater. Comme tu le veux. On va te satisfaire. Et il a été satisfait. Quand les gens sont revenus, Monsieur le Président, c'est lui-même qui a commencé à les défendre. Je ne vais pas rappeler tout ce qui a été visualisé ici. Dans les médias, on a vu, on a entendu sa réaction. Monsieur le Président était content. Ces éléments ont mis fin à l'insurrection qui était en cours.